Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle soirée organisée par l'association Infiniscience qui, vous le savez maintenant, œuvre depuis près de 10 ans à la diffusion des connaissances scientifiques. Cette nouvelle soirée, elle est exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans la semaine de la fête de la science et que beaucoup d'associations vont vous proposer tout au long de cette semaine de découvrir différents domaines scientifiques de manière ludique. Et le thème de cette fête de la science cette année, c'est science et sport. Alors rassurez-vous, on ne va pas vous demander de faire des pompes dans ce très bel amphi du Polydôme, non. Ça, on l'a demandé à 200 collégiens, mais je vous en parlerai dans un instant, qui sont allés au sommet du Puy-de-Dôme. La deuxième raison pour laquelle cette soirée est exceptionnelle, c'est parce que nous célébrons le 400e anniversaire du génie clermontois Blaise Pascal. Cet homme, né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand, était, vous le savez, philosophe et scientifique. Alors à Infiniscience, on n'a pas cherché bien longtemps pour savoir qui pouvait représenter au mieux notre scientifique clermontois. Il nous fallait trouver un homme de lettres et un scientifique. Évidemment, Étienne Klein, c'est vous qu'il fallait que nous invitions ce soir, car vous avez écrit plus de 50 ouvrages traitant à la fois des sciences et de la philosophie des sciences, notamment un, et je suis obligé de le dire ici, à Clermont-Ferrand, deuxième capitale française du rugby, on va dire, un écrit avec Johnny Wilkinson qui s'intitule « Le rugby quantique ». C'est d'actualité. Vous êtes directeur depuis 2006 du laboratoire de recherche sur la matière au CEA et vous animez tous les vendredis après-midi l'émission La Conversation scientifique sur France Culture. Mais avant de vous laisser la parole, j'aimerais revenir un instant sur l'événement que nous avons organisé le 19 juin dernier, date du 400e anniversaire de Blaise Pascal, l'expédition scientifique de 200 collégiens du Puy-de-Dôme entre la place de Jaude et le sommet du Puy-de-Dôme pour marcher presque dans les pas de Blaise Pascal. Alors un court-métrage d'une dizaine de minutes a été réalisé par l'association Le Projecteur et je vous propose que nous le regardions ensemble. Je crois que c'était un 19 juin. Je suis né près de la cathédrale. Le 19 juin 2023, 400 ans après sa naissance, un bien curieux personnage refait son apparition dans les rues de Clermont-Ferrand. Le célèbre Clermontois Blaise Pascal était de retour. J'étais perdu dans mes pensées. Poisson chaud. Ce même jour, 200 collégiens du Puy-de-Dôme se donnent rendez-vous sur la place de Jaude pour reproduire l'expérience qui fera entrer Blaise Pascal dans l'histoire des sciences. Aujourd'hui, vous allez faire une expérience extraordinaire. L'expérience du vide qui m'a permis de donner mon nom à la mesure de la pression qui s'exprime en Pascal. Tout le monde sait ce que c'est la pression atmosphérique, tout le monde a révisé. Parce qu'il y a un contrôle en haut du Puy-de-Dôme, je vous préviens. C'est alors que j'ai eu une idée de Clermontois, c'est-à-dire une idée de génie. J'ai eu une idée de Clermontois parce que je savais, en ayant vécu à Clermont, et alors qu'une partie de ma famille était encore à Clermont, notamment ma sœur Gilberte avec son mari, Florin Perrier, eh bien j'ai eu l'idée de les faire monter au sommet du Puy-de-Dôme. Si la pression de l'air existe, j'ai en effet pensé qu'elle devait être plus grande au pied de la montagne qu'en haut de la montagne. Pourquoi? La hauteur? Mais alors la hauteur de quoi? La hauteur de la montagne? Qu'est-ce qu'elle fait la hauteur de la montagne? Tu brûles? Il y a une plus grande masse d'air au-dessus de nous à Clermont que si on est au sommet du Puy-de-Dôme. Pour s'en convaincre, les élèves réalisent une première mesure de pression au niveau de la place de Jaude. Alors il paraît que vous êtes tous dotés de cette nouvelle machine?
Et je vous propose de regarder la pression ici tout de suite. Elle est en ce moment même, dites-moi si vous êtes d'accord, de 967 hectopascales. On est d'accord ? Pour beaucoup de scientifiques contemporains de Pascal, la nature a horreur du vide. Et c'est ainsi qu'ils expliquent plusieurs phénomènes, dont la fameuse expérience de Torricelli. Monsieur Camille Fadel, qui vient de Paris et qui va nous présenter des expériences sur la pression atmosphérique. Maintenant, je vais laisser de l'air entrer sous le ballon. Cet air, en entrant sous le ballon, fatalement, le ballon sera obligé de s'écraser. Je mets un peu d'air dedans. Alors maintenant, imaginons que je prenne la cloche et je tire vers le haut. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce que tu penses? Bon, on y va. 1, 2 et 3. Et en effet, vous voyez, ça vient avec. Ça fait ventouse. Ça fait ventouse. C'est la pression. Alors, à votre avis, combien d'éléphants peuvent combattre 1000 milliards de molécules? Allez, arrêtez, on ajoute d'autres. 3 temps. Alors maintenant, la question est, pourquoi est-ce que l'eau ne descend pas dans la bouteille? alors Torricelli se demande pourquoi ce mercure ne tombe pas dans le récipient. Si rien n'empêche l'eau de la bassine de monter, l'eau qui est dans la bouteille va descendre. Et il imagine que c'est la pression de l'air qui pousse le mercure dans le tube. Mais à ce moment-là, personne ne le croit. Et pourquoi personne ne le croit? C'est parce qu'on croit que si le mercure ne tombe pas, c'est parce que la nature a horreur du vide. Donc quand je ferai le vide sous la cloche, l'eau va descendre, et quand je laisserai l'air entrer sous la cloche, cet air va appuyer ici et va remonter l'eau qui est dans les poubelles. Donc là, on est en train de mesurer que la pression sous la cloche diminue. Là, la pression augmente, puisque le niveau dans les prouvettes est en train de monter. Je crois que vous allez tout du long de l'expérience vous apercevoir comment la pression varie au fur et à mesure que vous montrez vers le sommet. Toutes ces expériences ont été réalisées au XVIIe siècle, aux alentours de 1650. Baromètre à eau, baromètre à mercure et toutes celles que je vous ai montrées. Avant de quitter Chamalières, une deuxième mesure de pression est effectuée. Vous marquerez Chamalières 72,5. À Royat, après avoir été accueillis par le maire de la commune, les élèves réalisent à l'avancée une troisième mesure de pression. Hectopascal. C'est bon? 949 hectopascal. En route pour la Fond-de-l'Arme, sur la commune d'Orsine, où les collégiens sont attendus par monsieur le maire et les pompiers de la commune pour réaliser une expérience extraordinaire. Un fût métallique est partiellement rempli d'eau qui est portée à ébullition. Je confirme la présence de vapeur. On arrête le chauffage, on referme le fût. Ainsi, de la vapeur d'eau va remplir le bidon. Avec une lance à incendie, le pompier asperge d'eau froide le bidon. Ainsi, la température à l'intérieur baisse, la vapeur d'eau se condense et la pression diminue. La pression atmosphérique à l'extérieur restant, elle, inchangée, c'est l'implosion du bidon. Une fois remis de leurs émotions, les collégiens font une mesure de pression et se rendent vers la gare du panoramique des Dômes. Après un déjeuner bien mérité, ils empruntent le panoramique des Dômes. Au cours de l'ascension, ils regardent comment la pression atmosphérique évolue. Aucun doute, elle baisse lors de l'ascension du volcan. Et alors, au fur et à mesure qu'il montait,
ils s'aperçoivent que le niveau de mercure varie dans le tube qui monte, mais que le niveau de mercure est toujours le même pour celui qui reste ici au minimum. Une fois arrivés à 1465 mètres d'altitude, plusieurs ateliers attendent les collégiens. La découverte de la pression atmosphérique avec Alexandre Le Thor de Météo Verne. Pour qu'on ait un nuage qui se forme, il faut que l'air qui monte soit plutôt chaud et du coup que ça rencontre de l'air froid au-dessus. D'accord ? Alors voilà. Du coup on va regarder un petit peu les nuages. Si vous regardez bien, le gros nuage gris au-dessus de nous là, qui vient de se former il n'y a pas longtemps, là-dedans, si vous imaginons que vous arrivez à voler, même un parapente arrive là-dedans, normalement il n'a pas le droit et puis c'est dangereux, d'accord ? Mais s'il passe là-dedans, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous allez avoir sur vous ? On est sur une quarantaine de kilomètres, on a un alignement pratiquement parfait de 80 volcans. Ces 80 volcans, on va les appeler la chaîne des puits. Sur ces 80 volcans, vous pouvez regarder derrière moi, hein, vous en aurez ces deux exemples. Quels sont les deux types de volcans qu'on a sous nos yeux là, qu'on peut évoquer ? Quand vous avez un parapente, vous allez voir après le parapente, il peut voler parce que du coup il y a de l'air chaud qui va monter le long des pentes du Puy de Dôme. Donc nous on va simuler comme si on avait du coup une journée d'été dans la bouteille. Vous allez voir ce qui se passe. La découverte de la chaîne des puits et du site du Puy de Dôme et une initiation technique au parapente. Quand il y a assez d'énergie, et hop, on va avoir des colonnes d'air. Vous avez déjà vu les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font ? Un parapente, ça ne fait que descendre tout le temps. Ça a été créé pour que ça descende tout le temps, donc ça descend à 1 mètre seconde. Et maintenant, on fait des voiles où on peut rester jusqu'à 7 heures en l'air, 8 heures, on fait 200, 400, 600 km avec une voile. Après une journée d'expérience, les collégiens ont bien démontré que la pression diminuait avec l'altitude, et ce, même en 2023. Et cette expérience est essentielle pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et je vous souhaite de devenir comme moi un grand génie clermontois. Et donc bravo, vous avez raison de les applaudir à ces 200 élèves. Merci au département du Puy-de-Dôme, au rectorat de Clermont-Ferrand, aux mairies de Clermont-Ferrand, de Chamalières, de Royat et d'Orsine qui nous ont accueillis tout au long du parcours, ainsi qu'à l'entreprise Michelin pour leur soutien dans la réalisation de cette journée. Et je rappelle que cette expédition a été co-réalisée par Infiniscience et l'association Blaise Pascal, découvreurs de futur. Alors ça, c'est le discours que j'avais écrit ce matin. Et je ne pouvais pas commencer cette conférence sans dédier la soirée, évidemment, à notre parrain Hubert Reeves, qui est décédé aujourd'hui et qui était là le 23 novembre 2016 et qui était revenu aussi en 2019. Donc voilà, on va lui dédier la soirée et on nous a demandé si ce soir vous voyez les étoiles, eh bien de les regarder. Apparemment, elles auront plein de choses à vous dire sur Hubert Reeves. Je crois qu'on peut applaudir aussi, ouais, peut-être. Voilà, et pour cette soirée, eh bien, je souhaite remercier la mairie de Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne Métropole, le département du Puy-de-Dôme, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la librairie Les Volcans. Alors la dédicace qui devait avoir lieu cet après-midi au Volcan a malheureusement dû être annulée pour des problèmes de train. Mais rassurez-vous, hein, les Volcans nous ont remis les livres et si vous êtes intéressés, vous pourrez les trouver à la sortie. Il y aura une dédicace qui sera faite à l'issue de la conférence. Voilà, maintenant il est temps que je me taise et que je cède la parole à notre invité du jour, Étienne Klein. Bonne soirée. Ou là, ou assis. Allez. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vous vois pas, mais j'entends que vous êtes là. Je voulais d'abord remercier Nicolas Laporte et son association pour son invitation. Je suis ravi d'être ici. En fait, pour tout vous dire, mon père était complètement fasciné par Blaise Pascal. Donc on était une famille de 7 enfants. L'aîné s'est appelé Pascal.
Moi, je m'appelle Étienne, du nom du père de Blaise Pascal, etc. Puis ça s'est arrêté là, mais c'était une sorte d'hommage qu'il voulait rendre à cette figure clermontoise. Et je voudrais aussi m'associer à l'hommage que Nicolas vient d'adresser à la mémoire d'Hubert Reeves, qui est mort cet après-midi, en effet. Il y a certains livres qui ont une puissance destinale, c'est-à-dire qui changent la trajectoire des individus qui les lisent. Et en l'occurrence, quand j'étais lycéen, j'ai lu le premier livre d'Hubert Reeves qui s'appelait « Patience dans l'azur », dans lequel il expliquait que les atomes, contrairement à ce qu'enseignaient les professeurs de l'époque, n'ont pas toujours été là, ils ont été formés dans les étoiles ou bien dans l'univers primordial par des réactions nucléaires. Et ça m'avait tellement bouleversé que ça a déterminé la suite de mon existence, au cours de laquelle d'ailleurs j'ai pu le rencontrer, on est devenus amis, et il est quand même quelqu'un qui a montré qu'on pouvait vulgariser l'astrophysique en l'occurrence, mais en fait toute la physique et même toute la science à toute la population. Alors j'en viens à mon sujet qui est la question du vide. C'est une question très très vaste. Et Blaise Pascal, il a contribué à ce que l'histoire soit coupée en deux. C'est-à-dire il y a un avant et un après. Il y a eu en France une querelle qui s'appelait la querelle du vide, qui a duré peu de temps, de 1646 à 1648. Blaise Pascal est vraiment entré dans la controverse en 1647. Son père, Étienne Pascal, y était entré un peu auparavant parce qu'il était membre de l'Académie de Mersenne. Et je dirai tout à l'heure comment toutes ces choses se sont agencées. Mais il me semble que, pour faire court, et puisqu'on célèbre depuis quelques jours la semaine de la science, la physique, on pourrait presque la présenter comme une sorte de démarche qui nous permet de sortir du contexte particulier dans lequel nous sommes. On pourrait même raconter toute l'histoire de la physique depuis, disons, Aristote jusqu'à Einstein en montrant comment peu à peu, grâce à des génies, on a pu s'émanciper des conditions particulières dans lesquelles nous vivons. Nous sommes sur Terre, nous vivons dans un certain champ gravitationnel, nous ne vivons pas dans le vide, nous sommes dans une atmosphère, nous sommes dotés de sens qui nous permettent par exemple de voir les objets macroscopiques. Et puis aujourd'hui, on sait comment ça se passerait si on était dans un milieu dans lequel il n'y a pas de gravité, comment ça se passerait si on vivait dans le vide, comment ça se passerait si on était capable de voir des objets beaucoup plus petits que ceux que nos sens nous permettent de voir, par exemple des particules élémentaires. Et donc la physique, c'est une discipline qui permet finalement d'aller se faire voir ailleurs grâce à ce qu'on appelle des expériences de pensée, qui permettent d'imaginer ce qui se passerait si on était ailleurs que là où nous sommes. Alors, j'ai pas le temps de raconter cette histoire, je vais quand même vous donner quelques étapes cruciales. D'abord, la question du vide. Dans les livres, on raconte qu'elle commence au 5e siècle avant Jésus-Christ, chez les Grecs, notamment par l'intermédiaire d'un philosophe qui s'appelle Démocrite, qui vivait donc au 5e siècle. Il a écrit beaucoup de livres, il en a écrit plus de 80, mais on les a perdus. Et il ne reste que quelques fragments, un peu plus d'une centaine, dans lesquels on croit que se fonde là une façon de voir le monde qui s'appelle l'atomisme. L'idée que n'existeraient que les atomes et le vide. En réalité, les choses ne sont pas si claires. Quand on regarde, non pas les traductions en français des fragments de Démocrite, mais quand on regarde ce qu'il a écrit en grec ancien, moi, je ne suis pas capable de le faire, mais j'ai des amis qui sont capables de le faire, notamment Hayes Winsman. On s'aperçoit que le mot grec qui désignait le vide, en grec ancien, qui est le mot kénon, ne se retrouve pas dans les fragments de Démocrite. En fait, le fragment le plus célèbre fait écho et répond à un autre texte écrit par un contemporain de Démocrite qui s'appelait Parménide. Parménide a écrit un grand poème dans lequel il dit ceci, qui a là encore coupé l'histoire en deux. Il dit « L'être est, le non-être n'est pas ». Voilà. Et ce qui peut être pensé et ce qui est sont une seule et même chose. C'est une phrase un peu bizarre parce qu'il vient de penser le non-être et il dit que ne peut exister que ce qui peut être pensé. Alors il vient de dire que le non-être ne pouvait pas exister. Donc c'est des débats compliqués. Mais le mot qu'on utilise à l'époque pour dire le non-être ou le néant, c'est le méden, le non-être.
Et en fait, le fragment de Démocrite qui fait écho à ce fragment de Parménide, c'est le Médène n'existe pas moins que l'être, que le den. Le Médène n'existe pas moins que le den. Donc le non-être n'existe pas moins que l'être. Alors on n'a pas le temps de discuter de toutes les interprétations qu'on peut donner à cette phrase, mais en tout cas, ce n'est pas le vide qui est le mot utilisé par Démocrite, même si ensuite d'autres atomistes comme Épicure chez les Grecs ou bien Lucrèce chez les Latins vont eux explicitement parler du vide. Mais en réalité, il va falloir un gros travail, beaucoup de temps même, pour distinguer la notion de vide de la notion de néant. Et d'ailleurs, on trouve au XVe siècle, XVIe siècle même, une lettre de Léonard de Vinci qu'il adresse à l'un de ses amis en disant il ne faut pas confondre le vide et le néant. Ça n'a rien à voir. Le vide, il est au moins doté d'une spatialité, d'une dimensionnalité, alors que le néant ne contient même pas d'espace. Mais comme l'a rappelé Nicolas, et comme c'est plutôt dit dans le film qu'on vient de voir, va s'imposer la thèse que la nature a horreur du vide. Expression d'ailleurs dont Blaise Pascal va se moquer, puisqu'il dit c'est bizarre, on attribue à la nature une âme, dit-il, capable de ressentir des passions. La nature pourra avoir horreur de quelque chose. Moi, je n'ai pas retrouvé dans les textes d'Aristote cette phrase « la nature horreur du vide », mais on la trouve par exemple sous la plume de Roger Bacon au XIIIe siècle, celui qu'on appelait le docteur mirabilis, parce qu'il était supposé tout savoir des choses qu'on pouvait savoir. Et lui a vraiment théorisé cette idée que la nature a horreur du vide. Au point d'ailleurs de considérer que cette horreur, ce sentiment répulsif que la nature a pour le vide pourrait agir comme une force physique. Par exemple, à l'époque, on avait remarqué que lorsqu'on laisse dehors, un soir où il va faire très froid, une bouteille en verre contenant de l'eau, le lendemain, on la retrouve brisée avec de la glace à l'intérieur. Comment interpréter ce phénomène ? Eh bien, à l'époque, on n'était pas conscient que l'eau, c'est le seul corps dont la phase solide, la glace, est moins dense que la phase liquide. C'est pour ça que les glaçons flottent. L'eau solide est moins dense que l'eau liquide. Ce qui n'est pas vrai pour les autres corps. Mais l'interprétation qu'on donnait au phénomène que je viens de raconter à l'époque, c'était, eh bien, l'eau se met à geler à cause du froid, elle devient de la glace se contracte quand elle se forme, elle occupe moins de volume dans la bouteille, et donc ce travail de contraction de la glace, par lequel elle devient solide, s'il est prolongé, va faire que du vide va apparaître dans la bouteille. La nature, qui est hors du vide, demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide se manifeste. En fait, l'idée, c'est que le vide est interdit de manifestation. Dès qu'une occasion se présente qui permettrait au vide d'apparaître dans un certain volume, la nature trouve un stratagème pour empêcher que le vide se manifeste. Il est interdit de manifestation. Pour le dire comme le disait Gaston Bachelard, le vide était considéré comme un facteur d'anéantissement apportant dans toute substance la contagion de son néant. C'est une phrase on a un peu de mal à comprendre, mais je la trouve jolie. Mais application, comment est-ce qu'on expliquait le fait qu'on peut aspirer du jus d'orange avec une paille? C'est quand même un phénomène étrange. Vous avez un verre rempli de jus d'orange, vous trempez une paille, vous aspirez, comme on dit, et le liquide monte dans la paille. Contrairement à ce qu'implique la gravitation qui réclame que tout le monde reste en bas. Explication de l'époque, quand vous aspirez, vous faites quelque chose qui, s'il se prolonge, va conduire à ce que du vide se forme dans la paille. La nature a horreur du vide, donc elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide qui menace de se manifester apparaisse. Et donc, l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression quelque part,
La nature demande à la matière qui est alentour, qu'elle soit liquide, gazeuse, solide, ça dépend des circonstances, demande à cette matière de se mobiliser, donc en gros de se déplacer, pour que le vide ne puisse pas apparaître. Et d'ailleurs, quand on parle d'aspirer un liquide comme du jus d'orange, le verbe aspirer, et c'est une grande remarque de Blaise Pascal que je dirai tout à l'heure, il n'est pas adapté. On continue à dire aspirer parce qu'on est toujours dans la logique d'Aristote ou de Bacon, peu importe. Autrement dit, et c'est une leçon assez générale, notre vocabulaire ne s'adapte pas aux connaissances qui viennent pourtant contester nos façons de dire. Mais en gros, pendant toute cette période, jusqu'au XXe siècle, la question du vide va s'appuyer sur les arguments des anciens. On va reprendre la thèse d'Aristote, expliquant qu'en dans le vide, les mouvements que nous observons ne pourraient pas se produire, contrairement aux atomistes qui disent dans le vide, les mouvements peuvent se déplacer, etc. Le point important, c'est que la question devient vraiment philosophique à partir du moment où la distinction que j'ai rappelée tout à l'heure entre le vide et le néant devient claire. Pour une raison simple, c'est que l'idée de néant est une idée qui est, comme le dira Bergson, destructrice d'elle-même. Autrement dit, si vous pensez le néant, si vous l'imaginez, votre intellect, que vous le vouliez ou non, à partir du moment où il tente de le saisir, va en faire quelque chose que par définition le néant ne peut pas être. Votre intellect va lui attribuer une dimensionnalité, une matérialité, une substantialité que le néant par définition ne peut pas avoir. Donc c'est une idée destructrice d'elle-même au sens où dès que vous pensez le néant, vous en faites quelque chose que le néant ne peut pas être. Pour le dire de façon plus simple, penser le rien n'est jamais penser à rien. Et du coup, à partir du moment où vous dites que le vide n'est pas le néant, que le vide c'est quelque chose de particulier, alors ça devient beaucoup plus intéressant puisque vous allez en changer la définition. Au lieu de dire le vide c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, définition qui conduirait à identifier le vide avec le néant, on retire tout, il reste le néant. Eh bien, si le vide est quelque chose de particulier, sa définition devient le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Voilà. Et là, ça devient intéressant. Alors l'histoire, comme je l'ai dit, va s'accélérer au XVIIe siècle. D'abord par un effet complètement, un effet qui est plutôt lié à Galilée, que je vais raconter rapidement, et puis ensuite un événement complètement contingent qui va déclencher cette fameuse querelle du vide, pour laquelle l'expérience du Puy-de-Dôme que vous avez vue là, mais faite par d'autres que Blaise Pascal, à l'époque, a été déterminante. En fait, Galilée, lui, il intervient dans cette histoire parce que, comme vous le savez, il s'intéresse aux lois du mouvement, et Galilée, sans se prononcer sur le fait que le vide existe ou non, imagine par une sorte d'expérience de pensée que le vide peut être un milieu de pensée. Un milieu de pensée. C'est-à-dire, il ne s'occupe pas de savoir si le vide existe, mais il dit, si le vide existait, donc c'est l'expérience de pensée, alors les lois du mouvement dans le vide seraient plus simples que celles que nous observons ailleurs que dans le vide. Et notamment pour la chute des corps. En 1604, il écrit que si les corps tombaient dans le vide, ils tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Et il dit même que leur vitesse serait proportionnelle à la durée de la chute. Donc un corps qui tombe dans le vide depuis 3 secondes, quelle que soit sa masse, qu'il s'agit d'une enclume ou d'une plume, tombera 3 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde, quelle que soit sa masse. Et donc il énonce une loi qui contredit toute observation possible. À l'époque, quand vous faites tomber des corps de masse différentes, ils tombent à des vitesses différentes. Et donc, pour moi, c'est la première loi de la physique moderne. C'est une loi qui contredit l'observation. Et toutes les lois de la physique, au premier abord, elles contredisent l'observation, ou du moins obligent à réinterpréter ce qu'on voit, et en l'occurrence, à dire, il y a la gravité qui fait tomber tous les corps à la même vitesse, mais si on n'est pas dans le vide,
alors il y a d'autres forces que la gravitation qui interviennent, en l'occurrence la résistance de l'air et la poussée d'Archimède. Et ce sont ces forces-là, et seulement elles, qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons. Ça n'a rien à voir avec la gravité. Et l'erreur d'Aristote, qui lui pensait que les corps tombaient à des vitesses proportionnelles à leur masse, l'erreur d'Aristote a été d'attribuer à la gravitation des événements, des phénomènes qui ne viennent pas d'elle. D'ailleurs, c'est une remarque de Galilée, la loi d'Aristote a été enseignée pendant des siècles, sans jamais être contestée. L'idée que les corps tombent avec des vitesses qui sont proportionnelles à leur masse, on l'apprend comme ça, elle semble évidente, mais quand on y réfléchit, elle est absurde. Est-ce que vous avez déjà vu un rocher pesant, disons, 10 000 fois plus qu'un caillou, tomber 10 000 fois plus vite? Donc la loi d'Aristote, elle est à l'évidence fausse. Mais personne ne s'en offusque. Personne ne songe à la valider complètement, à faire des expériences spécifiques pour vérifier qu'elle est vraie ou pas. Et Galilée, lui, a un petit doute, il dit ça m'étonnerait qu'elle soit vraie. Et il va donc, en 1604, publier cette loi de la chute des corps, la vraie, si on peut dire. Et il va la trouver, non pas du tout en faisant des expériences. Enfin, si, il fait des expériences. Par exemple, il va faire tomber une pierre dans de la mélasse, il va la faire tomber dans de l'eau, il va voir qu'elle est moins freinée dans l'eau que dans la mélasse, il la fait tomber dans l'air, elle est moins freinée dans l'air que dans l'eau, et il fait une expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si la résistance du milieu au mouvement devenait nulle? Est-ce que les différences de vitesse que j'observe ne finiraient pas par s'annuler, au point que tous les corps tomberaient à la même vitesse dans un milieu qui n'offrirait aucune résistance au mouvement? Mais il ne peut pas faire l'expérience, puisqu'on ne peut pas faire le vide. On pense même qu'il n'existe pas pour les raisons qu'on a dites. Et donc il va au moins démontrer de façon logique, et non pas expérimentale, que la loi d'Aristote ne peut pas être vraie. Il est impossible qu'elle soit vraie. Comment le montrer? En montrant que si elle était vraie, alors il existerait des situations dans lesquelles les prédictions qu'on pourrait faire à partir de cette loi seraient contradictoires les unes avec les autres. Et l'expérience que Galilée invente, qui est une expérience de pensée, donc c'est une expérience qu'on fait dans sa tête, et non pas dans un laboratoire, on utilise son esprit comme laboratoire, c'est de dire, imaginons qu'Aristote a raison quand il dit qu'un corps lourd tombe plus vite qu'un corps léger. Donc on va prendre une grosse pierre et une petite pierre, et on va les relier l'une à l'autre par une ficelle. Que dit Aristote si j'imagine que je laisse tomber l'ensemble formé par les deux pierres reliées l'une à l'autre, je les laisse tomber d'une certaine hauteur? Que dit Aristote? Aristote dit l'ensemble formé par les deux est plus lourd que la grosse pierre toute seule, donc va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse va tendre la corde verticalement et faire parachute. Et donc la petite pierre va freiner la chute de la grosse. Donc l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Conclusion, ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Comment résoudre le paradoxe? En disant que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre, ce qui n'est pas ce que nous voyons. Au passage, Galilée n'a jamais fait l'expérience de la tour de Pise. Il n'en a jamais parlé, il notait tout, Galilée. On n'a jamais de traces de cette expérience qui est une invention ultérieure, faisant croire qu'il avait pu démontrer aux aristotéliciens la validité de sa loi en leur montrant ce type d'expérience. Évidemment, il ne l'a pas fait, puisque s'il l'avait fait en convoquant les aristotéliciens, la tour de Pise fait 54 mètres, on laisse tomber des objets de masse différentes, ils touchent le sol à des moments différents, montrant que la loi de Galilée, telle qu'il l'avait énoncée à l'époque, était violée par l'expérience, contradictoire avec l'expérience. Donc voilà, là il y a l'idée que le vide est un milieu intellectuel dans lequel on peut projeter des situations qui vont servir à, disons, examiner la validité, la cohérence des lois physiques auxquelles on fait référence. Et après, il va se passer un... Mais encore une fois, Galilée ne dit pas dans ses textes s'il croit à l'existence du vide ou pas. Il ne se prononce pas là-dessus.
Mais en 1640, il va y avoir un événement complètement contingent qui se passe à Florence. Bon, Galilée, il est maintenu en résidence surveillée dans un petit village à côté de Florence. Il est vieux, il va mourir 2 ans plus tard. Il est quasi aveugle, il n'arrive pas à lire les courriers qu'il reçoit. Il a un assistant qui s'appelle Evangelista Torricelli, qui l'aide beaucoup. Et ils vont recevoir une lettre écrite par les fontainiers de la ville de Florence. Florence est la ville de la Renaissance, et elle veut montrer ce statut particulier qu'elle a en faisant de temps en temps des démonstrations magnifiques des fontaines qui sont installées un peu partout dans la ville, grâce à des pompes à eau, qui sont celles qu'utilisent les paysans de l'époque pour vider les fossés des champs qui sont inondés. Donc c'est des pompes qu'on actionne avec une grande roue, et l'eau qui est pompée, c'est celle du fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arno. Bon. Et les fontainiers se rendent compte que quand la hauteur de pompage, la hauteur entre le niveau de l'eau dans laquelle on pompe et la pompe elle-même, devient supérieure à 18 coudées, 18 coudées ça fait 10 mètres, ça ne marche plus. On n'arrive pas à faire monter l'eau au-delà de 10 mètres en pompant, même si on pompe avec beaucoup de force. Et donc, il convoque des artisans, des ingénieurs qui changent les pièces des pompes, qui modifient le diamètre du tube utilisé. Enfin, ils feront toutes sortes d'expériences, qui racontent d'ailleurs dans la lettre écrite à Galilée en disant Galilée, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Et Galilée, très vite, parce qu'il a été depuis des années en correspondance avec l'un de ses amis, qui voit d'ailleurs régulièrement, qui s'appelle Baliani. Baliani, c'est un Florentin qui a des idées sur le fait qu'il y a une pesanteur de l'air qui empêche que le vide se manifeste facilement. Et Galilée, en discutant avec Torricelli, associe ce qu'il a compris de ce qu'a dit Baliani avec le problème qu'ont rencontré les fontainiers de Florence. Et je le dis avec mes mots, mais vous pourrez lire ses réponses dans des textes publiés. Il dit en gros, mais le problème des fontainiers, c'est pas un problème technique. C'est pas un problème qui est lié au fait que la pompe aurait tel ou tel défaut qui pourrait être supprimé au point qu'on pourrait améliorer les performances de la pompe. Non, le problème que rencontrent les fontainiers, c'est pas un problème technique, c'est un problème physique. C'est un problème physique qui vient du fait que la nature n'a pas si horreur que ça du vide. Et l'interprétation qu'ils vont proposer consiste à complètement renverser l'argumentation, par exemple, de l'expérience du jus d'orange qu'on aspire avec une paille. Si j'imagine qu'il y a une pesanteur de l'air, ce qu'on appellerait aujourd'hui une pression atmosphérique, j'ai mon verre de jus d'orange. Il y a la pesanteur de l'air qui appuie sur le liquide qui est dans le verre. Si je trempe une paille sans aspirer dedans, cette même pression va appuyer sur le liquide qui est dans la paille. Okay ? Si ensuite j'aspire, je vais diminuer la pression qui est dans la paille. Mais la pression à l'extérieur de la paille va rester la même. Et donc il y aura une différence de pression entre celle qui appuie sur le jus d'orange qui est dans le verre et celle qui appuie sur le jus d'orange qui est dans la paille. Et en fait, c'est la pesanteur de l'air qui va appuyer sur le liquide qui est dans le verre pour le faire monter dans la paille. D'accord ? Et puisque la hauteur qu'on ne peut pas dépasser si on prend de l'eau, c'est 10 mètres, ben ça veut dire que la pression atmosphérique, en fait, la pesanteur de l'air, elle est énorme. Elle vaut 10 tonnes par mètre carré. 10 tonnes par mètre carré. C'est-à-dire que si vous prenez 1 mètre carré de surface, par exemple sur le sol, 1 mètre carré, là, il faut imaginer qu'il y a 10 tonnes qui appuient dessus. Mais comme la pression elle est isotrope, ben dessous il y a aussi 10 tonnes. Et puis cette pression elle appuie sur notre corps. Mais notre pression interne équilibre cette pression extérieure, de sorte qu'on ne sent pas la pression ou la pesanteur de l'air qui appuie sur notre corps. Mais c'est une pression très intense que nous ne sentons pas parce qu'elle est contrebalancée par d'autres pressions qui lui sont opposées. C'est ça l'hypothèse. Alors, en 1644, donc un peu plus tard, Torricelli va essayer de faire une expérience. Alors,
selon les historiens, j'ai pas réussi à savoir s'ils ont vraiment réussi à la faire. Mais il paraît qu'ils ont tenté de faire un tube de 10 mètres, ce qui n'est pas évident à faire, hein, qu'ils ont accroché au balcon d'une villa à Florence, en la trempée dans de l'eau, pour vérifier qu'elle restait en effet en sustentation sur 10 mètres. Si on avait bouché le haut du tube convenablement, je ne sais pas s'ils ont réussi. En tout cas, très rapidement, Torricelli a eu l'idée de remplacer l'eau par un liquide beaucoup plus dense. Il a même choisi le plus dense connu à l'époque, qui s'appelait le vif-argent, qui est l'ancien nom pour le mercure. Le mercure a une densité qui est égale à 13,6. Ça veut dire qu'un litre de mercure pèse 13,6 fois plus qu'un litre d'eau, donc 13,6 kilos. Et donc Torricelli va, avec un assistant, il va prendre une cuve, la remplir de mercure, prendre un tube transparent, en verre, le boucher dans la partie, il va le prendre verticalement, il le bouche en bas, avec, je crois qu'il utilisait la panse de brebis, je sais pas quoi. Il remplit de mercure sur 1 mètre, il bouche le tube. Une fois que cette opération est terminée, il va plonger le tube dans le liquide de mercure. Une fois que la pointe du bas, enfin l'embouchure du bas est immergée, il enlève le bouchon en mettant sa main. Hein, donc, commission hygiène et sécurité de l'époque, c'était pas terrible. Bon, il est mort à 39 ans en même temps. Hein, et il regarde ce qui se passe. Et il voit que la colonne de mercure, qui faisait 1 mètre, descend dans le tube, et puis elle finit par s'immobiliser. Il mesure la hauteur de la colonne depuis le niveau de mercure, il trouve 76 cm. Je parle en unité moderne, 76 cm. Il pousse un cri de joie parce que 10 mètres divisé par 13,6, ça fait 76 cm. Autrement dit, il démontre que l'hypothèse de Galilée est bonne, c'est-à-dire qu'il y a une pression de 10 tonnes par mètre carré qui est capable de faire monter de l'eau jusqu'à 10 mètres de hauteur dans un tube et du mercure 13,6 fois plus lourd de 76 cm. Au passage, il invente le baromètre, hein, puisque si la pression change, ben la hauteur de la colonne de mercure va changer de façon proportionnelle. Hein. Et toute la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le tube, dans les 24 cm qui étaient au début de l'expérience occupés par du mercure et qui à la fin sont en apparence vides. Alors, Torricelli ne publie pas parce qu'il a peur de l'Inquisition. Donc il parle d'un gaz raréfié, enfin il tourne d'une matière subtile. Bon, il ne dit pas que c'est du vide, parce que l'Inquisition n'aime pas l'hypothèse du vide pour des raisons théologiques que vous devinez facilement. Et d'ailleurs, donc il ne publie pas, mais il va se balader en Italie pour faire l'expérience devant des doctes, devant des visiteurs. Et notamment en décembre 1644, il va faire l'expérience à Rome, devant un certain nombre de personnes, dont l'abbé Mersenne. L'abbé Mersenne, c'est un Parisien, un ecclésiastique, qui a fondé une académie. À l'époque, il y avait pas mal d'académies qui étaient des lieux où on pouvait discuter librement, contrairement à l'université qui était complètement aristotélicienne. Mais dans les académies, voilà, on peut discuter. Bon. Mersenne rentre à Paris, il est impressionné par l'expérience, il en parle à tout le monde. À tout le monde, c'est-à-dire Blaise Pascal, d'abord à son père, Étienne Pascal, qui est membre de l'Académie de Mersenne. Donc Étienne Pascal, Pierre Petit, Gassendi, Robert Val, Descartes et pas mal d'autres. Hein. Et voilà, ils vont se mettre à discuter de qu'est-ce qu'il y a dans le tube, dans la partie libérée par le mercure. Étienne Pascal, avec Pierre Petit, essaie de refaire l'expérience de Torricelli, mais les verres qu'ils utilisent ne sont pas assez résistants pour supporter le poids du mercure, ils cassent. Hein. Et là, il se passe un événement assez curieux, c'est que Étienne Pascal, donc le père, est obligé de quitter Paris pour une histoire politique.
que j'ai pas bien comprise, donc je vais pas me risquer à vous la raconter, mais bref, il est prié d'aller se faire voir ailleurs, voilà, au moins pendant quelques temps. Et il s'installe à Rouen. Il s'installe à Rouen où il y a des verriers qui font des verres de très très grande qualité. Et Pierre Petit et Étienne Pascal vont refaire l'expérience de Torricelli, avec du mercure donc, avec un verre qui tient, quoi. Et puis ils vont faire d'autres expériences. Il paraît qu'ils ont fait l'expérience avec un tube de 10 mètres, dans lequel ils ont mis de l'eau, et puis une autre dans laquelle ils ont mis du vin. Bon, le vin, il est coloré, donc on voit plus facilement comment varie le niveau, et la densité du vin n'est pas exactement la même que celle de l'eau. Le vin est un peu moins dense que l'eau, donc si c'est vrai, alors il doit y avoir une petite différence de niveau quand on prend un tube de 10 mètres entre celui atteint par l'eau et celui atteint par le vin, mais j'ai pas réussi à trouver la preuve que cette expérience a eu lieu. Elle est évoquée ici ou là, mais bon, il n'y a pas de certitude. Mais en tout cas, ils ont fait l'expérience avec du mercure. Il y a toutes sortes d'expériences qu'ils ont faites, qui sont assez géniales. Et comme je vous l'ai dit, Blaise Pascal, il va rentrer dans la bataille en 1647. Mais il va y rentrer vraiment à fond. Hein. Il veut régler la question. Il s'attribue d'ailleurs des vertus qui sont... Ça me gêne de le dire ici, mais il y a des moments où il ment un peu, quoi. Par exemple, voilà ce qu'il dit dans le traité du vide qui est paru après sa mort et qui est en fait incomplet. Il dit, voilà, le consentement universel des peuples et la foule des philosophes concourent à l'établissement de ce principe que la nature souffrirait plutôt sa destruction que le moindre espace vide. Donc l'idée des philosophes, c'est que la nature préférait disparaître elle-même plutôt que de laisser place au vide. Quelques esprits plus élevés en ont pris un plus modéré, car encore qu'ils aient cru que la nature a de l'horreur pour le vide, ils ont néanmoins estimé que cette répugnance avait des limites et qu'elle pouvait être surmontée par quelque violence. Mais il ne s'est encore trouvé personne qui ait avancé ce troisième principe, à savoir que la nature n'a aucune répugnance pour le vide, qu'elle ne fait aucun effort pour l'éviter et qu'elle l'admet sans peine et sans résistance. Sous-entendu, je suis le premier à le penser. Et ça, c'est faux. Baliani, il l'avait pensé. Il y a aussi le fils d'un brasseur hollandais qui s'appelait Nedam, qui en 1629 avait écrit un texte dans lequel il expliquait qu'il y a une pesanteur de l'air qui empêche le vide de se manifester. Et donc, voilà, mais peu importe. Et donc Blaise Pascal prend le problème à bras-le-corps, même si, comme je viens de le dire, l'idée du vide était déjà dans l'air, si je peux dire. Hein. Et il va donc publier dans un premier texte une sorte de compte-rendu de toutes les expériences que son père et lui-même et d'autres avaient pu faire à Rouen avec des verres de bonne qualité. Et puis, comme vous le savez bien ici, il a écrit une lettre absolument géniale à son beau-frère, Florin Perrier, donc l'époux de sa sœur, qui habitait ici à Clermont. Blaise Pascal, lui, il vivait un peu à Paris, un peu à Clermont. Et vous la connaissez, cette lettre. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la lire. C'est un chef-d'œuvre littéraire hein, et scientifique, puisque dedans, il explique qu'il y a des expériences cruciales. Il y a des expériences qui peuvent trancher des débats philosophiques. Des arguments qu'on attribue plutôt à Karl Popper au XXe siècle, qui a défini des critères de scientificité permettant de dire d'une théorie qu'elle est scientifique. Eh bien, Blaise Pascal, en fait, tous les arguments de Popper les exprime d'une façon ou d'une autre dans ses lettres. Et aussi dans d'autres lettres qu'il a écrites au Père Noël. Le Père Noël dont il est question, c'est pas le Père Noël des sapins, hein, c'est le révérend Père Noël, qui était le directeur de la Compagnie de Jésus, qui lui a écrit un livre qui s'appelle La plénitude du vide, en montrant que le vide ne pouvait pas exister, il était nécessairement plein dès qu'il se manifestait. Et dans l'une des réponses de Blaise Pascal, il a 23 ans, 23 ans, il a un culot. Il écrit au Père Noël,
c'est pas qu'il se moque de lui, mais si le gars qui lit la lettre de Blaise Pascal est intelligent, il comprend que Blaise Pascal se fiche de lui. Mais c'est dit d'une façon tellement bien tournée que si le gars est un peu bête, il ne s'en rend pas compte. Hein. Et à la fin d'une de ses lettres, il dit cette phrase que je trouve incroyable. Il dit qu'il ne faut pas confondre le vide et le néant, bon, comme le disait Léonard de Vinci. Et il dit « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière ». Ce qui, à mon avis, est la meilleure définition du vide quantique, sur lequel peut-être on parlera tout à l'heure. Hein. Mais donc, il propose à son beau-frère Florin Perrier d'escalader le Puy de Dôme avec un tube de Torricelli, Mercure, d'en monter un avec des gens qui peuvent observer la variation du niveau à mesure que l'ascension se poursuit jusqu'au sommet. Et puis en bas, je crois que c'est dans un couvent qu'on a installé un baromètre de référence, parce qu'il peut y avoir des variations de la météo qui font ici, en bas, changer la hauteur du tube. Et l'expérience est faite, je crois, en septembre 1648, si ma mémoire est bonne. Et Florin Perrier écrit un compte-rendu magnifique dans lequel, en effet, il est démontré que la pesanteur de l'air diminue avec l'altitude. Et Blaise Pascal, comme vous le savez, à Paris, va refaire l'expérience à la Tour Saint-Jacques, qui fait 54 mètres. Là, j'ai un petit doute, à vrai dire, hein, parce que j'ai escaladé, parce qu'on peut escalader la Tour Saint-Jacques, qui est pas très loin de Notre-Dame, hein, par un escalier. Alors, si vous avez le vertige, c'est pas possible, parce qu'à un moment, il faut marcher au-dessus du vide, si j'ose dire. Mais au pied de la tour, il y a la statue de Blaise Pascal que tout le monde connaît. Mais le guide qui m'a accompagné, avec d'autres, nous a dit qu'en fait, c'est pas là que l'expérience a été faite historiquement. Que l'expérience aurait été faite dans une autre tour Saint-Jacques, qui portait le même nom, mais qui n'appartenait pas à la même église, qui était au sommet de la montagne Sainte-Geneviève. Donc là, le dénivelé total depuis la Seine, c'était la hauteur de la montagne, qui n'est pas énorme, hein, c'est quelques dizaines de mètres, plus la hauteur de la tour. Ce qui fait plus que la tour Saint-Jacques, qui est, elle, au niveau de la Seine. Parce que 54 mètres, c'est quand même pas beaucoup pour voir une différence de pression. Bon, donc la question reste ouverte. Mais donc là, Blaise Pascal va publier son récit de la grande expérience des liqueurs. Donc essentiellement, c'est la lettre à Florin Perrier, les résultats de l'expérience, puis des commentaires qu'il fait. Et il va commencer à rédiger un traité du vide qui va laisser inachevé et qui sera publié sous forme donc partielle par son beau-frère après sa mort. Et c'est un truc que j'ai pu voir à la BNF. On peut voir l'édition originale, annotée de la main de Blaise Pascal. C'est assez émouvant. Et dans ce texte, il y a des passages assez incroyables. Par exemple, il parle de ce qui se passe quand un bébé tète le sein de sa mère ou de sa nourrice. Je pourrais vous le citer exactement, mais je préfère le faire de façon approximative sans consulter mes notes. Mais il dit en gros, voilà, on dit que le bébé aspire le lait maternel. Mais en fait, il aspire rien du tout. En fait, c'est que il va par succion diminuer la pression de l'air dans sa bouche. Et c'est la pression atmosphérique appuyant sur le sein qui va faire sortir le lait. Donc c'est pas une aspiration, c'est une éjection. Et c'est une façon de critiquer le vocabulaire par lequel nous parlons de tous ces phénomènes. On parle d'aspiration, on n'aspire rien du tout. En tout cas, on n'aspire pas le lait. On diminue la pression dans sa bouche. Et il en conclut qu'un enfant ne pourrait pas téter le sein de sa mère en altitude. Ce qui est vrai. Hein, vous savez, il y a la ville qui est le village ou la ville, je ne sais pas comment il faut dire, la plus haute du monde, elle est au Pérou, 5300 mètres. C'est une ville de mineurs. Il y a des mines d'or dans cette région. Donc il y a des mineurs qui vivent là-haut, avec leur famille parfois. Et quand une femme accouche, elle doit descendre beaucoup plus bas, parce qu'à 5300 mètres, on ne peut pas téter le sein de sa mère. Il n'y a pas assez de pression. Donc en gros, la nature n'a pas horreur du vide, mais la pression atmosphérique est tellement forte que dès qu'on réalise le vide dans un volume, le moindre orifice dans l'enceinte permet à l'air de rentrer et d'empêcher que le vide
se forme. Autrement dit, c'est la pression atmosphérique qui fait partie de notre environnement qui rend difficile la création du vide. Mais comme vous le savez, un peu plus tard, Blaise Pascal écrit les pensées. Et dans les pensées, il y a un chapitre, je ne sais pas si on parle de chapitre, en tout cas, il y a un texte dans lequel il parle du fait que nous avons peur du vide dans nos existences. Et dans ce texte, il parle de la peur du vide, je pourrais vous le citer exactement, de la peur du vide et de la peur du néant. Et il utilise les mots vide et néant comme s'ils étaient synonymes, comme s'ils étaient équivalents. Alors qu'il a dit au Père Noël qu'il ne fallait surtout pas les mélanger. Donc il y a quelque chose d'assez bizarre, à moins que, quand il parle de vide, il veut parler du vide dans la vie. On n'a pas envie de ne rien faire, on se divertit pour échapper à l'ennui, etc. Et peut-être que quand il parle du néant, il parle de la mort. Donc à ce moment-là, les deux mots ne seraient pas tout à fait synonymes. Mais en tout cas, il ne dit pas quelle différence il fait entre le vide et le néant. Et il dit que l'homme a tellement peur de voir le vide s'installer dans son existence qu'il se divertit. Autrement dit, c'est le même esprit, à savoir Blaise Pascal, qui a dit que la pression atmosphérique est ce qui empêche qu'on fasse facilement le vide dans la nature, et qui a dit un peu plus tard que le divertissement est ce qui nous empêche ou nous permet de ne pas voir se réaliser le vide dans notre existence. Autrement dit, la pression atmosphérique est à la nature ce que le divertissement est à l'existence. Et donc c'est bizarre que ce soit le même esprit. Et moi j'ai lu, pas tout, mais grande partie des œuvres complètes cet été, parues dans la Pléiade, en 2 tomes, et je n'ai pas vu de texte dans lequel Blaise Pascal fasse la connexion entre ces deux choses. C'est-à-dire, finalement, dans les 2 situations que je viens d'évoquer, il est raisonné un peu de la même façon, quoi. Même si je suis à peu près certain que les expériences qu'il a faites sur le vide ont influencé sa façon de concevoir l'existence. Bon, après, comme vous le savez, l'histoire va complètement changer, donc au sens où on sait que le vide peut être fait, et c'est la physique ensuite qui va décider de ce qu'on appelle le vide. En fait, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé sauf le vide, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc une théorie physique, c'est un formalisme qui vous dit ce qui existe et ce qui, dans les choses qui existent, peut être retiré ou non. Et donc le vide se fabrique par une entreprise d'exfiltration. Alors si vous prenez la théorie de Newton, la mécanique, qu'est-ce qui existe? L'espace, le temps, les corps matériels. Ben, le vide, c'est ce qui reste quand vous retirez les corps matériels. Donc il reste l'espace avec rien à l'intérieur et le temps. Voilà. Mais est-ce que ce vide-là existe vraiment? Prenez une cruche, c'est l'exemple que prend Descartes. Prenez une cruche, vous la videz, vous dites qu'elle est vide. Mais Descartes fait remarquer que quand on dit d'une cruche qu'elle est vide, c'est pas parce qu'elle est vide, c'est parce qu'elle ne remplit pas sa fonction. Autrement dit, nous avons une conception finaliste du vide. La fonction d'une cruche, c'est de transporter ou de stocker de l'eau, du lait, du vin, un liquide. S'il n'y a pas de liquide à l'intérieur, on dit qu'elle est vide parce qu'elle n'est pas en état de remplir sa fonction. Mais en fait, et Descartes le dit, une fois qu'on a retiré le liquide, il reste de l'air. Alors on peut pomper. On peut pomper de sorte qu'il n'y a plus d'air. Oui, mais il y a quand même les parois. Les parois, elles ont une température non nulle. Donc elles émettent de la lumière. Infrarouge, enfin ça dépend de la température. Mais... Donc si on veut que la lumière n'existe plus dans ce volume privé d'air, mais il faut refroidir les parois à 0 degré Kelvin. 0 absolu. Et puis, est-ce qu'on doit retirer la cruche? Alors si on retire la cruche, il reste un volume. Est-ce qu'on retire l'espace? Autrement dit, où s'arrête l'entreprise d'exfiltration
au bout de laquelle on est censé avoir fait le vide. Et bien c'est la théorie que vous prenez comme référence qui va répondre à la question. Autrement dit, il y a autant de vide en physique qu'il y a de théorie physique. Comme vous le savez, au XIXe siècle, on va comprendre que la lumière est un phénomène ondulatoire. La lumière, c'est une onde qui se propage. Et à l'époque, qui dit onde, dit milieu qui permet le transport de l'onde. Par exemple, si vous pensez au son, le son, si vous faites le vide dans une enceinte, le son ne se propage pas. Le son, c'est une vibration, si vous êtes dans l'air, une vibration de la pression de l'air. Et donc, sans un milieu qui porte le son, il n'y a pas de son. Et les physiciens d'époque, ils ont raisonné de la même façon que la lumière. Ils se sont dit, si la lumière est un phénomène ondulatoire, parce qu'elle fait des interférences, alors il doit y avoir un milieu qui vibre à son passage. Et ce milieu, ils l'ont appelé l'éther luminifère. L'éther qui porte la lumière, luminifère. Et leur certitude a été renforcée par le fait que les équations de Maxwell, en 1871, qui décrivent la lumière comme une onde électromagnétique, sont venues renforcer le statut ontologique de l'éther. Et ils se sont demandé, mais quelles sont les propriétés de l'éther? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est pesant? Est-ce qu'il est élastique, etc. C'est une histoire passionnante que je n'ai pas le temps de raconter, mais à partir de 1895, ils arrivent à la conclusion que l'éther, dont aucun ne doute qu'il existe, il n'a qu'une propriété en fait, c'est qu'il est absolument immobile. Voilà. Du coup, l'espace de Newton, qui était un espace ne contenant rien, là il est rempli d'éther. Donc le vide à l'époque, c'est l'espace plus l'éther contenu dans l'espace. Or, quand vous dites que l'éther est absolument immobile, vous dites une phrase qui contredit un des principes de la physique classique, la mécanique, qui est le principe de relativité. Le principe de relativité qui dit que le mouvement est comme rien, selon la définition de Galilée. C'est-à-dire que quand vous êtes en mouvement, par exemple, alors il s'agit de mouvements à vitesse constante et en ligne droite, comme celui d'un train qui avance à vitesse constante. Quand vous êtes dans un train, même à 300 à l'heure, si vous laissez tomber vos lunettes en étant debout dans le bar du TGV, par exemple, les lunettes tombent à vos pieds. Comme elles tomberaient à vos pieds si vous étiez à la gare. Autrement dit, quand vous êtes en mouvement, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. C'est ça que Galilée veut dire quand il dit « le mouvement est comme rien ». Voilà. Et donc, ça veut dire que tous les référentiels ont le même statut. Il y a une démocratie des référentiels. Vous pouvez toujours dire que ce référentiel dans lequel nous sommes là, ce soir, il est absolument immobile. Mais en fait, il est mobile par rapport à un autre référentiel qui est en déplacement par rapport à nous, qui a le même statut que notre référentiel. Donc, il n'existe pas de référentiel dont vous puissiez dire qu'il a une propriété que n'ont pas les autres. Et donc, il y avait une contradiction entre le statut de l'éther absolument immobile et le principe de relativité de la mécanique. Et la plupart des physiciens qui s'intéressent à ces questions, comme Poincaré, Lorentz et quelques autres, et ils ne doutent pas de la mécanique. La mécanique de Newton, c'est sacré, ça marche. Et ils vont bricoler, ils vont écrire des transformations qu'on appelle de Lorentz, etc. Ils vont prédire des phénomènes comme la contraction des longueurs, la dilatation des durées. Mais ils pensent que l'éther, c'est vraiment un référentiel absolu, dans lequel le temps est absolu, il y a un temps de référence qui est là. Les autres temps des autres référentiels sont des temps qui permettent de faire des calculs, mais ce n'est pas le vrai temps, etc. Et puis arrive un jeune homme qui dit ce problème de l'éther là, l'éther nous pose des problèmes. Je proclame que l'éther n'existe pas et les problèmes qu'il pose, du coup, disparaissent. Ce jeune homme, il s'appelle Einstein. D'accord ? Et Einstein, il va vider le vide. Et il va supprimer l'éther du vide. Il va vider le vide. Alors, ça ne va pas être le retour à l'espace newtonien, parce qu'il va fonder la notion d'espace-temps en postulant que la vitesse de la lumière est un absolu. Il va garder le principe de relativité de Galilée, mais il va ajouter le fait que la vitesse de la lumière est un absolu, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas
des référentiels, elle est la même, quelle que soit la vitesse de la source qui émet la lumière, quelle que soit la vitesse de l'observateur qui mesure cette vitesse, etc. Donc, vous voyez, le vide a été rempli d'éther, puis c'est vidé. Puis après arrive la physique quantique, qui va remplir le vide d'autres trucs qui sont des particules virtuelles, qui sont des objets qui sont là, mais qu'on ne peut pas retirer. Donc c'est un vide qui est plein, mais il est plein de choses qu'on ne peut pas retirer. Alors quand on dit qu'un vide est plein, on commence à avoir des problèmes, surtout, et c'est ma conclusion, que le vide quantique, qui est le vide de la physique quantique, n'a pas du tout les propriétés qu'a le vide d'une autre théorie qu'on utilise en physique, qui est la relativité générale, théorie de la gravitation, mise sur pied par Einstein en 1915. Le vide de la relativité générale n'a rien à voir avec le vide de la physique quantique. Et on les appelle tous les deux vides. Mais vous voyez, dans l'univers, il ne peut pas y avoir deux vides. Parce que s'il y en a deux, il y en a un qui contient l'autre. Et s'il contient l'autre, c'est qu'il n'est pas vide. Voilà. Mais tous ces ennuis que nous avons, nous les devons à Blaise Pascal. Et c'est à lui que je tiens à rendre hommage par cette conclusion. Je vous remercie pour votre attention. Les questions au pupitre? Ok. Alors, est-ce que je pourrais avoir Nicolas ou Olivier pour m'aider avec le micro? Alors, si vous avez des questions, levez la main et on va venir vous voir. Alors, il y en a une tout en haut. Bonjour, merci d'être là ce soir. Est-ce que vous pouvez développer les différences qu'on a entre le vide en physique quantique et dans les autres modèles de la physique? Absolument. Je ne suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde, mais je veux bien... Alors, je vous l'ai dit, pour définir le vide, il faut partir d'équations. Voilà, les équations, elles nous disent quel est ce qu'on appelle le mobilier ontologique de la théorie. La théorie nous dit ce qui, selon elle, existe dans le réel. La physique quantique, elle vous dit, si on en juge ces équations, qu'existe l'espace, le temps, soit dans sa version relativiste espace-temps, soit dans sa version classique, ça dépend des situations. Et puis, les objets physiques, les particules, disons, sont décrites par leur nature. Par exemple, un électron, il a une masse, qui est la même pour tous les électrons, il a une charge électrique, mais il peut avoir un état physique qui n'est pas le même pour tous les électrons. Les électrons, ils peuvent avoir une énergie comme ceci ou comme cela, ils peuvent avoir une position comme ceci ou comme cela, ils peuvent avoir un spin, comme on dit, orienté comme ci ou comme ça. Donc ils ne sont pas tous dans le même état. Et l'état des électrons, l'état physique des électrons, on le décrit par une grandeur mathématique, une fonction mathématique qu'on appelle un vecteur d'état ou une fonction d'onde, peu importe ce que c'est. On décrit l'état des particules par une fonction mathématique. Alors maintenant, on fait l'expérience de pensée. On imagine qu'on retire de l'espace toutes les particules décrites par la physique quantique. Donc on retire tous les électrons, tous les photons, tous les quarks, etc. Et on regarde ce que les équations nous disent de ce qui reste. Eh bien, les équations nous disent que quand on a enlevé toutes les particules, il reste des fonctions mathématiques correspondant aux états que ces particules peuvent avoir de plus basse énergie. Autrement dit, il reste, après qu'on a retiré les électrons, la fonction d'onde des électrons non nulle, correspondant à l'énergie la plus petite qu'ils peuvent avoir, qui n'est pas nulle. Et en fait, ça correspond à des situations dans lesquelles les électrons sont présents, mais ils ne sont pas vraiment réels. Pourquoi? Parce qu'ils ont moins d'énergie que l'énergie qui est nécessaire à leur pleine incarnation. Vous savez, Einstein a montré en 1905, pour qu'une particule soit réelle, il faut que son énergie soit égale au moins à mc carré, m étant sa masse, mc au carré, l'énergie de masse. Dans le vide quantique, les électrons ont moins d'énergie que leur mc carré. Donc ils sont crevés, ils sont
ils sont fatigués. C'est des particules qu'on appelle virtuelles, au sens où elles sont présentes mais pas vraiment réelles, elles ne sont pas vraiment là, elles sont crevées. Okay, et bien le vide quantique, c'est ça. Et c'est pour ça que la définition de Blaise Pascal tout à l'heure me paraît juste. Quand il dit le vide tient le milieu entre le néant et la matière, mais dans le vide quantique, toute la matière est là, mais elle est là sous forme potentielle. Il manque l'énergie pour qu'elle soit sous forme réelle. Et ça, c'est très précieux évidemment pour les physiciens, puisque, comme vous le savez, l'univers évolue. Donc il se refroidit, l'espace est en expansion. Et si on veut connaître les phénomènes physiques qui se déroulaient dans l'univers primordial, on s'appuie sur le fait que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Voilà. Ce qui change au cours de l'évolution de l'univers, c'est la température, la densité, enfin les conditions physiques. Mais si on crée une collision de particules à haute énergie, comme on fait au CERN à Genève, pendant un petit moment, celui de la collision, pendant un petit volume d'espace, la collision va déposer dans ce volume une énergie énorme, une densité d'énergie énorme, qui correspond à celle qui existait dans l'univers quand il était très jeune. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, on va faire apparaître dans le présent les phénomènes qui se déroulaient dans le passé quand les conditions qu'on vient de réaliser se trouvaient réalisées dans le passé. On va reproduire les phénomènes physiques du passé. Et en fait, l'énergie qu'on met dans la collision, elle va être avalée par les particules virtuelles du vide quantique, qui du coup vont devenir réelles. Elles vont même avaler un peu l'énergie cinétique. Elles vont sortir du vide quantique, avoir une trajectoire plus ou moins brève, qui va permettre de les détecter dans les gros détecteurs qu'on a installés autour des points de collision. Donc le vide quantique, c'est un milieu dans lequel on peut faire des expériences et qui sert à vérifier nos théories sur ce qu'a été l'univers primordial. Alors qu'en relativité générale, la théorie d'Einstein, là il y a des débats aussi. Donc imaginez, ce que dit la théorie d'Einstein, c'est que la gravitation, c'est pas une force qui se déploie au travers de l'espace, c'est une déformation de l'espace-temps, c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. L'idée, c'est que la gravitation est un effet purement géométrique. Ce n'est pas une force qui se déploie dans l'espace. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on veut retirer tout ce qu'il y a dans l'espace? La matière, l'énergie, le rayonnement, etc. Eh bien, il y a des gens qui disent, finalement, la théorie dit qu'il y a une sorte de collage entre le contenu et le contenant. Donc, si on enlève le contenu, le contenant part avec. Et donc, le vide de la relativité générale, ce serait le néant. Et puis, il y a d'autres qui disent, si on enlève la matière, on a l'espace-temps de la relativité restreinte, sans courbure, qui est là. Donc, il y a des débats. Mais le point important, il y a des débats d'autant plus compliqués qu'on peut faire intervenir la constante cosmologique ou pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le point important, c'est que le vide quantique n'est pas le même que le vide de la relativité générale. Et ces deux théories qu'on n'arrive pas à unifier, enfin, il y a des tentatives, mais du coup, on a un problème de définition. Qu'est-ce qu'on doit appeler le vide? Moi, je pense que si on veut que les discussions soient claires, quand on parle du vide, en physique contemporaine, on doit préciser si on parle du vide quantique ou du vide de la relativité générale. C'est pas les mêmes. Et leur différence est une illustration de l'incompatibilité qu'il y a entre ces deux théories qui ne conçoivent pas la même structure pour l'espace-temps. Bonsoir. Quand vous parlez des électrons, des chocs d'électrons qui diminuent, vous faites peut-être allusion aux particules de boson qui, au départ, n'a pas de masse et donc est indétectable pratiquement. Là, vous parlez du boson de Higgs, c'est ça? Oui, c'est ça. En effet, le boson de Higgs, dont on a beaucoup parlé en 2012, quand il a été découvert, c'est une histoire de vide. Je vous le fais court. Dans les années 1960, on a mis sur pied une théorie qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules. Une théorie quantique, d'une élégance incroyable, puisqu'elle décrit les trois interactions fondamentales, autres que la gravitation, qui sont la force électromagnétique et les forces nucléaires. Il y en a deux, la faible et la forte.
Ces 3 théories sont décrites à partir des mêmes principes fondamentaux qui sont eux-mêmes liés au concept de symétrie. C'est-à-dire qu'en fait, à chacune de ces interactions, on peut associer un groupe de symétrie. Et après, on déroule le truc. On écrit ce qu'on appelle un Lagrangien, tout va bien, on prédit les phénomènes. C'est une époque où on construit des accélérateurs, on fait des expériences de haute énergie, comme on dit. Et la théorie en question, le modèle standard, permet de comprendre tous les résultats expérimentaux qu'on obtient. Sauf que, en 1963, il y a des physiciens qui se disent qu'est-ce qui se passerait si ce modèle standard était vraiment vrai? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si on en tirait toutes les implications? Et ce qu'ils découvrent, il y a un calcul assez simple, c'est que si le modèle standard était vrai, alors les masses de toutes les particules élémentaires devraient être nulles. Nul, ça veut dire égal à 0. Donc le modèle standard prédit que le photon doit avoir une masse nulle, ce qui est vrai. L'électron devrait avoir une masse nulle, c'est faux. Les quarks, on ne parlait pas de quarks à l'époque, mais je simplifie un peu l'histoire, les quarks devraient avoir une masse nulle, c'est pas vrai. Donc il y a une contradiction entre les mesures qu'on peut faire et ce que prédit le modèle standard. Donc la plupart des gens disent, parce qu'on a tous été à l'école, on sait que quand une théorie est contredite par des faits, il faut changer la théorie. Mais si vous reprenez l'exemple de Galilée tout à l'heure, c'est pas si vrai. Puisque la loi de la chute des corps, elle énonce une situation qui contredit l'observation. Et donc, il y a 3 jeunes physiciens à l'époque, 2 Belges qui s'appelaient François Englert et Robert Brout, et puis un Écossais qui s'appelle Peter Higgs. Les 2 premiers publient un papier en juin 1964, un tout petit papier, 1 page et demie, ce qu'on appelle une lettre. Et puis Peter Higgs va publier le même calcul au mois d'août 64, donc quelques mois plus tard. C'est la même idée. Ils ne se connaissaient pas, ils ont fait ça indépendamment. Leur argument est le suivant. Ils disent, mais certes, il y a une contradiction entre le modèle standard et les mesures. Mais souvenons-nous de Galilée. Il y a des situations où la théorie contredit l'observation tout en permettant quand même de l'expliquer. Donc il se pourrait que le modèle standard ait raison quand il dit que les masses des particules élémentaires sont nulles. Et ils disent, peut-être que depuis Newton, on se trompe complètement sur le concept de masse. Quand on pense matière, automatiquement, on pense masse. Quand on pense masse, on pense matière. Autrement dit, on n'arrive pas à penser le concept de matière sans aussitôt penser le concept de masse. C'est 2 notions qui sont complètement intriquées dans notre tête. Et donc, on en déduit que la masse d'une particule vient du fait que cette particule est une particule de matière. Comme elle est de matière, elle a forcément une masse. Parce qu'une particule de matière qui n'aurait pas de masse, ça ne peut pas exister. Et donc, la masse est une propriété primitive des objets élémentaires. Et les 3 physiciens dont je viens de parler, ils étaient tout jeunes à l'époque, ils étaient post-doc, ils avaient 25 ans. Ils disent, peut-être que la masse des particules n'est pas une propriété primitive qu'elles possèdent du fait qu'elles sont de matière, mais une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait de leur interaction avec le vide qui n'est pas vide. Voilà. Et donc ils imaginent que dans l'espace vide, en fait il y a un champ quantique, qu'on appellera par la suite le champ de Higgs, avec lequel les particules interagissent plus ou moins. Et je vais vous donner une métaphore pour comprendre. Imaginez que le champ de Higgs en question soit un champ de neige. Il y a de la neige partout dans l'espace. Imaginez que les particules aient des skis. Donc elles glissent sur la neige, plus ou moins bien, selon la qualité du fartage de leurs skis. Donc des particules qui ont des skis parfaitement fartés vont avancer sur la neige sans frottement. Donc elles iront à la vitesse de la lumière, et nous qui les regardons passer, nous dirons qu'elles ont une masse nulle, parce que les objets de masse nulle vont forcément à la vitesse de la lumière.
Mais si les particules ont des skis mal fartés, elles vont frotter sur la neige, aller moins vite que la lumière, et nous qui les regardons passer, nous dirons, tiens, elles ont une masse non nulle. Autrement dit, l'idée de ces trois physiciens, c'est que ce qu'on appelle la masse d'une particule, c'est simplement une mesure de la mauvaise qualité du fartage de leur ski. D'accord ? Et donc, à partir de là, il a fallu faire des calculs. Imaginez que s'il y a un champ quantique, il y a des quantas associés à ce champ quantique, ce qu'on appelle des particules, en l'occurrence des bosons de Higgs, qui sont les quantas de ce champ. On les a cherchés pendant très longtemps. On a construit une grosse machine à Genève qui s'appelait le LEP, 27 km de circonférence dans un tunnel, avec des électrons qui tournaient à la vitesse de la lumière dans un sens, des positrons dans l'autre sens. On a fait des expériences pendant 10 ans et on n'a pas vu le fameux boson. Donc on a changé l'accélérateur, on a remplacé les faisceaux d'électrons par des faisceaux de protons qui sont plus lourds, plus d'énergie. On a changé les aimants, parce que les aimants des protons doivent être supraconducteurs, parce qu'il faut des champs magnétiques énormes pour les courber sur une trajectoire comme celle de la machine. La machine s'appelle le LHC. Et en juin 2012, on a vu sortir du vide quantique des bosons de Higgs. Et la découverte a été faite, a été annoncée plutôt le 4 juillet 2012, si vous vous souvenez. Et donc, la découverte de bosons de Higgs, si vous voulez, ça change le statut qu'on accorde au vide en physique quantique. On est sûr que ce champ-là, il existe bien, et c'est un champ qui permet, il est apparu très peu de temps après le Big Bang, à l'issue d'une brisure spontanée de symétrie, et dès qu'il est apparu, les particules de matière ont acquis une masse non nulle qui résulte du couplage qu'elles ont avec ce champ de Higgs. Donc, je pense que ça répond à votre... C'est une découverte incroyable. Hein, enfin, c'est une des plus belles découvertes de la physique. Mais malheureusement... Ah si, elle a quand même fait la une du journal de 20h le 4 juillet 2012. Contrairement à la veille, où c'était l'affaire Strauss-Kahn. Et le 6 juillet... non, le 5 juillet, donc le lendemain, c'était encore l'affaire Strauss-Kahn. Donc la physique a pu tenir une soirée, quand même extraordinaire. J'étais en train de me demander, si on suit l'expérience de pensée de Pascal, pour répondre aux gens qui disaient, bon, il y a l'éther, mais qui nous pose des problèmes, et avec ça, enfin, on n'arrive pas à expliquer les choses, il dit, bon, il n'y a pas d'éther, et du coup, on n'a plus de problème. Donc, avec vous dites le vide de la vide quantique et le vide de la relativité générale ne sont pas les mêmes. Donc ça supposerait que si le vide existe vraiment, il y a un problème puisqu'on n'a pas le même vide dans les deux cas, quoi. Donc si on réfléchissait comme Pascal, on pourrait se dire à ce moment-là, donc peut-être que le vide du quantique et le vide de la relativité générale sont des approximations de ce qu'on pourrait appeler le vide, ou un certain milieu qu'on pourrait définir autrement. Et s'il existe un vide universel, on va dire universel, je sais pas, entre guillemets, qui pourrait englober ces deux vides, on ne l'a pas encore découvert, et peut-être il ferait l'objet d'une nouvelle théorie, quoi. Oui, c'est ça. Le but, c'est en effet construire une théorie qui soit capable de, non pas forcément d'unifier, mais de contenir en même temps la physique quantique et la gravitation. Donc il y a des pistes, et la théorie des supercorps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en effet, il faudrait avoir une théorie qu'on appelle une théorie du tout, dont le vide serait le vrai vide. Mais toutes les images naïves qu'on a du vide sont fausses. Par exemple, vous savez, il y a dans tout l'univers, il y a ce qu'on appelle le fond diffus-cosmologique, qui est la lumière qui résulte du découplage de la matière et la lumière qui s'est produit à 380 000 ans après le Big Bang. Ce fond diffus il est partout présent. Donc il y a un espace qui ne contient rien, ça n'existe pas. Sans compter le rayonnement cosmique, etc. Donc l'idée qu'on a du vide, elle dépend, j'insiste là-dessus, de la théorie qu'on prend comme référence. Et puis, il y a le vide théorique, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé parmi les choses qu'on peut retirer. Puis il y a le vide pratique, celui qu'on peut atteindre par des expériences. C'est pas forcément les mêmes. Et donc la dernière question. Oui, je voulais poser une question à propos du vide de l'espace, qui est un autre vide peut-être, mais je me posais la question de savoir si est-ce que la notion d'infini
s'oppose-t-elle à la notion de néant? Si le néant est infini, c'est qu'il n'est pas rien. Non, moi je vois pas de connexion. Hein. En plus, vous voyez, l'infini, ça serait une soirée entière sur l'infini. Mais oui, on a longtemps pensé que l'infini, c'est une extension indéfinie du fini. D'ailleurs, on dit c'est infiniment grand. L'idée, c'est qu'on prend une quantité la plus grande possible, puis on ajoute encore des éléments, et à la fin, on atteint le vide, on atteint l'infini. Ben non. Non, il n'y a aucun moyen d'atteindre l'infini en partant du fini. Et donc, l'infini, c'est vraiment une catégorie à part. En fait, l'infini n'a rien à voir avec le fini. C'est pas une extension du fini. Je vous donne juste un exemple. Après, on s'arrête. Prenez les nombres entiers. L'ensemble des nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5. Il est infini, on est d'accord. Il y a une infinité de nombres entiers. Maintenant, prenez les nombres pairs. 2, 4. Il y en a moins que les nombres entiers. Il y en a 2 fois moins. D'accord? Donc, il y a moins de... Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a moins de nombres pairs qu'il y a de nombres entiers. Il y en a 2 fois moins. Ok? Mais pourtant, je peux écrire dans une colonne les nombres entiers, dans la colonne à côté les nombres pairs, et à chaque nombre entier, je peux associer un nombre pair. À 1, j'associe 2, à 2, j'associe 4, à 3, j'associe 6, et je peux le faire pour tous les nombres des 2 colonnes. Donc il y en a 2 fois moins, et il y en a le même nombre. Ça, c'est la définition d'un ensemble infini. Un ensemble infini, c'est un ensemble qui peut être mis en correspondance biunivoque avec une partie de lui-même. Il est pas plus grand que les parties qu'il constitue. Ça, c'est un ensemble infini. Et l'ensemble vide, c'est pas rien. Parce que l'ensemble vide contient 0 élément, mais c'est un ensemble, comme les autres. Voilà. Je vous vois opiner du chef, mais d'une façon ambiguë. Un grand merci Étienne Klein, ça fait du bien de passer cette soirée avec vous.